Bonsoir à tous, j'espère que tout marche bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 de la feuille de TD de la semaine 9 qui portait, vous vous rappelez, sur les applications linéaires continues entre deux espaces vectoriels normés. Et on va montrer un résultat que personnellement je trouve très joli, qui est qu'en fait les matrices c'est un peu comme des nombres. Dans le sens où, vous savez déjà, donc l'exercice 4 du TD 9, vous savez déjà que si x est un réel de module de valeur absolue plus petit que 1, alors la série de termes générale x puissance n est convergente. Et sa somme, donc la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des x puissance n, est égale à 1 moins 1 sur x. Rien qui devrait vous surprendre ici. Le résultat qu'on va montrer, c'est qu'en fait c'est pareil avec des matrices. Si je remplace x par une matrice, le résultat tient toujours. Si je prends une matrice de taille, une matrice carrée de normes plus petites que 1, donc pour les normes matricielles, les normes qui sont induites par les normes usuelles sur Rn, comme vous avez étudié en cours, comme on a étudié jusqu'ici pour les applications linéaires, alors vous pouvez former la série des a puissance n. Donc vous vous rappelez, on avait déjà un peu discuté de ça. Dans un espace vectoriel normé, vous pouvez sommer des trucs, et donc si vous avez une suite de vecteurs, vous pouvez regarder la somme des x puissance n pour n allant de 0 à grand N. Et vous savez de plus, dans un espace vectoriel normé, étudier les limites de suite. Donc vous pouvez regarder la limite de la suite des sommes partielles quand grand N tend vers plus l'infini. Et si cette suite, donc qui est une suite de vecteurs, a une limite dans l'espace vectoriel E, on dit que la série converge. Du coup, dans l'espace vectoriel Mn de R, on va pouvoir considérer la série des A puissance n, où A est une matrice carrée de normes strictement plus petite que 1. Et on va voir qu'on récupère cette formule. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, je ne peux pas faire 1 sur 1 moins A si A est une matrice. En fait, ce qu'on va récupérer, c'est identité moins A à la puissance moins 1, autrement dit l'inverse matricielle de identité moins 1. Donc c'est ce qui est expliqué ici. On part donc d'une matrice A de normes matricielles strictement plus petite que 1. Donc on se place sur l'espace des matrices carrées, Mn de R, et on considère une matrice de normes plus petite que 1. Où ce que je note AE, c'est une des normes induites par les normes classiques sur Rn. Donc Mn de R, vous savez, les matrices, on peut l'identifier à l'espace des endomorphismes de Rn. Et du coup, une norme sur Rn, par exemple la norme euclidienne, la norme 2 ou la norme 1, ça vous donne une norme sur l'espace vectoriel des endomorphismes continus de Rn. Et grande dimension finie, l'espace des endomorphismes continus de Rn, c'est tout simplement l'espace des matrices. Ça, c'est notre point de départ. Et la première chose qu'on va faire, c'est de montrer que dans ce cas-là, la série de matrices somme pour n, alors la série de termes général a puissance n, est une série convergente. Donc on a encore une fois déjà parlé de série convergente dans un espace vectoriel. On va ici appliquer la définition. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que puisque A est strictement plus petit que 1, la série de termes général, de termes général norme de A à la puissance n, c'est une suite géométrique, c'est une série géométrique de raisons strictement plus petites que 1.
Donc sa raison, c'est norme de A qui est strictement inférieure à 1. Donc la série somme de norme de A puissance n, elle converge dans R. Donc ici, là, on est dans R. Pour tout n, norme de A puissance n, c'est un réel, et donc là, on parle de convergence dans R. Donc on est vraiment ramené à des choses que vous connaissez depuis l'année dernière. Et maintenant, ce que vous avez vu en cours, c'est que pour tout n dans grand N, la norme de AN est majorée par la norme de A à la puissance n. Ça, c'est une conséquence de la définition des normes d'application linéaire, que normalement vous avez vu. Et du coup, vous avez vu l'année dernière aussi que si vous avez une suite positive qui est majorée par le terme général d'une série convergente, alors la série de termes général, cette suite, converge également. Donc ce qu'on en déduit, c'est que la série de termes général norme de A puissance n, cette série-là converge dans R. Or, vous avez vu dans le chapitre sur les espaces vectoriels normés complets, que ça a un nom par rapport à la série des AN. On dit que la série de termes général AN, où cette fois il n'y a pas de norme, c'est une convergence dans l'espace vectoriel E, on dit dans ce cas-là que la somme des AN converge en norme. Autrement dit, ça converge en norme. Or, E, l'espace des matrices, est de dimension finie, et donc en particulier il est complet, c'est un espace de Banach. Et vous savez que dans un espace de Banach, la convergence normale implique la convergence tout court. Autrement dit, la série de termes général AN, elle converge dans E. Ça veut dire donc que la suite des sommes partielles, somme de petit n égale 0 à grand N des A puissance n, cette suite-là a une limite quand grand N tend vers plus l'infini. Donc on va donner un nom à ces objets-là. On note pour grand N entier, on va noter Sn, la somme partielle des grand N premiers termes de la suite A puissance n. Et S, c'est la somme pour tous les entiers n de A puissance n. Donc par définition, c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini de S grand N. Et on vient de montrer que cette limite existait bel et bien dans E. Donc il existe une matrice S qui est la limite de cette suite. Que veut-on faire ensuite? On va définir une application de E dans E, donc qui mange une matrice qui renvoie une matrice carrée, qui à M va associer identité moins A fois M. Et comme c'est marrant de montrer la continuité des trucs, on va faire ça de deux manières différentes. Donc notons phi majuscule, l'application de E dans E, qui a une matrice M associe identité moins A fois M. Et il faut qu'on montre que phi est continu.
Donc une façon de montrer la continuité, qui a l'air de bien marcher ici, c'est de montrer que phi est lipschitzienne. Là, on a l'impression que si je calcule phi de m1 moins phi de m2, je vais assez facilement pouvoir mettre m1 moins m2 en facteur, et avec un peu de chance, si je calcule la norme de tout ça, ça va me donner une constante de Lipschitz, et ça impliquera automatiquement que la fonction est continue, comme on l'a montré dans l'un des TD précédents. Donc méthode 1, on va montrer que grand phi est lipschitzienne. Lipschitzienne, c'est toujours aussi sympa à écrire ce truc-là. Donc pour montrer ça, il faut que je prenne deux éléments M1, M2 dans E et que je calcule la norme de grand phi de M1 moins grand phi de M2. Donc là, je remplace par l'expression de phi de M1 et de phi de M2. Ça va me faire identité moins A fois M1 moins identité moins A fois M2. Donc là, clairement, je peux mettre en facteur le identité moins A, et ça me donne identité moins A de M1 moins M2. Et vous avez dû voir en cours que si vous avez deux applications linéaires continues, donc ici, ça s'identifie à deux matrices de taille n, alors la norme de AB est majorée par norme de A fois norme de B. C'est le même résultat qui nous permet de dire que la norme de A puissance n, en appliquant ça de façon itérée, par récurrence, on montre que, à partir de ce résultat, que la norme de A puissance n est majorée par norme de A le tout puissance n, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc ici, j'ai identité moins A fois M1, M2, c'est toutes les deux des matrices carrées. Donc ça, en fait, c'est majoré par norme de identité moins A fois norme de M1 moins M2. Toutes les normes, bien sûr, sont des normes dans E ici. Et ce truc-là, identité moins A en norme, ça c'est une constante, ça ne dépend pas de M1 et de M2. Donc on a bien obtenu que phi de M1 moins phi de M2 est majoré par une constante fois M1 moins M2, donc phi est Lipschitzienne, donc continue. Une deuxième méthode, un chouïa plus astucieuse, c'est de remarquer que non seulement phi a une tête à être Lipschitzienne, mais encore mieux que ça, elle a une tête à être linéaire en fait. Donc méthode 2. En fait, phi appartient non seulement à l'ensemble des fonctions continues sur E, mais encore mieux que ça, il appartient à l'ensemble des endomorphismes continus de E. En effet, phi, grand phi est linéaire. Si je prends M1, M2, deux matrices carrées, et lambda et mu de réel, alors phi de lambda M1 plus mu M2, par définition de phi, c'est identité moins A multiplié par
lambda m1 plus mu m2. Mais ça, je peux distribuer le identité moins a. Ça me sort lambda fois identité moins a fois m1 plus mu fois identité moins a fois m2. Donc ça, c'est lambda fois grand phi de m1 plus mu fois grand phi de m2. Donc en fait, phi est linéaire. Du coup, je peux étudier sa continuité en majorant simplement norme de phi de m par une constante fois norme de m. Devinez ce qu'on va trouver comme constante. Si je prends M une matrice carrée, norme de phi de M, toujours avec la norme dans E, c'est égal à norme de identité moins A fois M. Et on utilise le même astuce que tout à l'heure. Si vous avez la norme d'un produit de deux matrices, c'est plus petit que le produit des normes de chacune de ces deux matrices. Donc ça, c'est la norme de identité moins A fois la norme de M. Et ça, comme précédemment, c'est une constante. Donc on a bien majoré phi de m par une constante fois norme de m. Donc on a bien trouvé une constante positive, telle que pour tout vecteur de E, donc ici ce sont des matrices, la norme de phi de m est majorée par c fois la norme de m. Et ça revient à dire que l'application linéaire phi est continue. Donc phi est bien un élément de joli L2. Très bien, donc maintenant on sait que cette application qui multiplie par identité moins a est continue. On va lui appliquer, on va appliquer phi à Sn, la grande énième somme partielle de la série de termes général à puissance n. Donc, calculons phi de grand Sn pour un certain n dans grand N. Qu'est-ce que ça nous donne? Phi de grand Sn, c'est donc identité moins a par définition fois Sn, et Sn, on a dit que c'était la somme pour n. Alors j'ai 2 fois n ici, ça va pas être terrible. On va dire plutôt pour k allant de 0 à grand N des a puissance k. Alors je peux développer ce produit. Identité fois la somme de k égale 0 à n des a puissance k, ça fait somme de k égale 0 à n des a puissance k, moins a fois la somme. En fait, je peux rentrer le a dans la somme. Et je vais me retrouver avec la somme pour k allant de 0 à grand N des a puissance k, moins la somme pour k allant de 0 à grand N des a puissance k plus 1. Et ça, si je décale les indices dans cette deuxième somme, j'obtiens que ça me donne donc la somme de k égale 0 à grand N des a puissance k, celle-là j'y touche pas. Et l'autre, je décale les indices d'un cran, ce qui me permet de me retrouver avec la somme pour k allant de 1 à grand N plus 1 des a puissance k. Et ce truc-là, ça a un nom. Quand on a la somme, quand on a une fraction de deux sommes dont les termes sont identiques et c'est juste les bornes qui ne sont pas les mêmes, c'est ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Parce que je vois que ici, pour k égale 1, je vais avoir a puissance 1 moins a puissance 1, donc ça va se simplifier.
Pour k égale 2, je vais avoir a au carré moins a au carré. Donc ça va aussi se simplifier. Ça va continuer à se simplifier comme ça jusqu'à k égale grand N. À k égale grand N, je vais avoir a puissance grand N moins a puissance grand N, ça va encore se simplifier. Et du coup, les seuls termes qui ne vont pas se simplifier, c'est le premier de la première somme, donc a puissance 0, qui n'est pas compensé par aucun terme de celle-ci, moins le dernier terme de la deuxième somme, a puissance grand N plus 1, qui n'est pas non plus compensé par aucun terme de la première somme. Or, a puissance 0, si vous vous rappelez vos règles de calcul sur les matrices, ça fait précisément identité. Donc ici, en fait, j'ai phi de Sn, c'est identité moins a puissance n plus 1. Donc voilà une expression plus simple de phi de grand Sn. Enfin, on va vouloir déduire des questions précédentes phi de grand S. Donc on va calculer phi de grand S de deux façons différentes. La première, c'est de se demander... tac. Non, pardon, on va pas le calculer de deux façons différentes. On va utiliser, excusez-moi, la continuité de phi. Si, pardon, on va vraiment le calculer de façon différente. Je suis désolé. Fatigue. Donc, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a montré que phi était continu, et d'un autre côté, on sait que S grand N, d'après la question A, ça tend vers S quand grand N tend vers plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on a montré à la première question. Grand phi, c'est une application continue, d'après la question 2. Donc là, si vous vous rappelez le lien entre continuité et suite convergente, ça vous dit que phi de grand Sn, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers phi de S. Et d'un autre côté, si vous regardez phi de grand Sn, qui c'est, on vient de calculer que c'était égal à identité moins a puissance grand N plus 1. Vers quoi ça tend, ça, quand grand N tend vers plus l'infini? Donc l'idée, c'est que puisque la norme de grand A, c'est plus petit que 1 strictement, on a l'impression que grand A, ça va en quelque sorte tendre vers 0, un peu comme une série géométrique, comme une suite géométrique de raisons plus petites que 1. Et effectivement, ça va marcher. Grand A puissance n plus 1, c'est majoré encore une fois par norme de grand A puissance n plus 1, et ça tend vers 0 quand grand N tend vers plus l'infini. Du coup, phi de Sn, en fait, il tend vers identité. Et si on veut l'écrire proprement, donc on soustrait identité de part et d'autre de cette égalité, et on calcule la norme de phi de grand Sn moins matrice identité, qui est égale à la norme de, le moins il disparaît, norme de A puissance grand N plus 1. On a dit que ça c'était plus petit, encore une fois c'est des normes dans E ici, donc ça c'est plus petit que norme de A fois grand N plus 1, et norme de A, comme toujours, comme depuis le début de l'exercice, c'est strictement plus petit que 1. Donc quand grand N tend vers plus l'infini, ce truc-là est majoré par une suite géométrique de raisons plus petites que 1, donc ça tend vers 0. Donc phi de Sn, quand grand N tend vers plus l'infini, ça tend vers la matrice identité dans E. Mais du coup, on a trouvé deux limites pour phi de grand Sn. Donc par unicité de la limite, phi de S doit être égal à identité. Or, phi de S, c'est qui? Et S, c'est qui? Phi de S, c'est identité moins A fois S, et S, c'est la somme pour k allant de 0
à plus l'infini des a puissance k, et ça c'est égal à identité. Donc ce que ça nous dit, c'est que S est inversible, puisqu'il existe une matrice telle que S fois cette matrice fait identité. Et son inverse, c'est identité moins 1. Autrement dit, inversement, grand S, la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des a puissance k, c'est l'inverse de identité moins 1 dans l'espace des matrices. Donc on a vraiment cette formule qui est vraiment très similaire à la formule pour la somme d'une série géométrique, un résultat que personnellement je trouve très joli. Et j'espère qu'il vous aura plu aussi. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu, lâchez des commentaires et likez la vidéo. Il paraît qu'il faut dire ça. Je doute qu'on arrive à percer sur l'algorithme de YouTube. Anyway, bonne soirée.